Derrière l'étude ClimSnow, il y a 3 entités, Météo-France, INRAE et le bureau d'études ABES-Dianeige. Donc moi, je représente un petit peu toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur cette étude. J'ai un temps assez court, j'ai 30 minutes en fait pour vous présenter tout ce qu'on a fait. Donc une dizaine d'années de recherche et 6 mois d'études spécifiquement sur le Grésivaudan. Donc déjà, je vais parler très vite pour donner beaucoup d'informations, mais je ne vais pas tout vous dire dans tous les cas. Donc il y aura beaucoup de choses qui sont dans le rapport et qui ne seront pas présentées aujourd'hui. En particulier, la partie contexte problématique, vous la connaissez plutôt bien, donc je vais aller très vite, et aussi la méthodologie qu'on a suivie dans l'approche scientifique pour les résultats de ClimSnow. Vous avez des informations dans la plaquette, et je vais vous donner juste quelques infos générales sur ça. Et on va passer la plupart du temps sur les résultats. Donc on verra des images, notamment 3D, qui vont vous dire, en 2050 par exemple, aussi un petit peu avant et un petit peu après, mais gardez en tête à peu près horizon 2050, combien de jours de ski on pourra faire au Settlo, au Collet d'Alvar, au col de Marcieux. Est-ce qu'on skiera bien, est-ce qu'on ne skiera pas bien, est-ce qu'on skiera que sur le haut, est-ce qu'on aura besoin de la production de neige, est-ce que le damage aura un impact, voilà, en fonction de l'altitude, l'orientation, la pente, etc. Donc ça, c'est l'objectif de ClimSnow, de dire aux stations de ski combien de temps reste, est-ce que c'est 10 ans, est-ce que c'est tout le siècle, avant de devoir vraiment transiter vers autre chose que le ski. Alors ça, c'est un peu le contexte. Donc on prend la science et on en fait quelque chose appliqué au domaine de la neige et de la montagne. Dans là où il y a plusieurs stations, il y a une image de Settlo. Donc ceux qui ne reconnaissent pas la photo de Settlo sont prêts de sortir de la salle, puisque c'est quand même chez vous. Mais il y en a une que j'ai mis exprès de Settlo. Tout ça, du coup, c'est la neige en montagne, et on va se poser les questions de ce type-là. On va se dire, est-ce qu'il y aura toujours assez de neige qui va tomber du ciel? Est-ce qu'il y aura toujours de neige qu'on pourra produire avec les enneigeurs? Comment tout ça va être, si on prend du coup des projections favorables en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et qu'est-ce qui se passe si on prend des projections défavorables? Voilà, donc vous avez un peu ces deux éléments. La théorie, la recherche, la rigueur, si vous voulez, scientifique d'un côté, et aussi la partie exploitation, données de terrain, et information qui vient du coup des exploitants. Donc je disais, cette étude, je ne la présente pas trop dans le détail, en tout cas en termes de méthodologie. On a étudié depuis 2021, quand on a lancé l'outil à peu près 200 stations. Et dans tous les massifs français, aussi en Suisse, là on est sous l'Espagne, Länder aussi, en Italie également. Et donc, dans le cas spécifique de vos 3 sites, on a fait 3 rapports, vous voyez aussi les dates. Donc, on a fait 2 rapports poussés, avancés pour Settlo et Collet d'Alvar. Pour la partie, par contre, col de Marcieux, on a repris des résultats qu'on avait déjà obtenus via l'Isère, le département de l'Isère. Et donc, je montrerai plutôt des choses Settlo-Collet avec une parenthèse de 2 diapos à la fin, spécifiques sur le col de Marcieux, où on n'a pas fait, par exemple, de 3D. On a fait plus simple sur ce 3e site. Alors, terminologie, méthodologie. Cette partie-là, normalement, j'avais une quarantaine de diapos. On m'a dit d'en garder qu'une, donc c'est celle-là. Voilà. Donc, elle est chargée, par contre. Donc, je passe quand même 2 minutes sur celle-là. Donc, c'est quoi ClimSnow? C'est un outil. Très bien, c'est un outil de la décision. C'est un mot qui plaît beaucoup. Il faut dire ça. Nous, on appelle ça plutôt des services climatiques. Donc, c'est des outils qui permettent du coup de prendre la recherche et de faire des analyses et rendre la donnée la plus accessible pour des utilisateurs de ces informations climatiques. Donc, comment ça marche? Il y a 4 étapes. La première étape, c'est on prend ce qu'on appelle les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'on prend les scénarios que vous connaissez du GIEC, RCP, SSP, le monde dans lequel il y a une poursuite des fortes émissions, qu'on voit dans les graphiques en rouge à chaque fois, le monde où on baisse les émissions à partir de 2050, le monde où on atteint la neutralité carbone dans les années 60, voilà, tout ce qui pourra se passer. Et on les zoome sur la zone d'étude. C'est-à-dire quand vous faites des modèles globaux, ils s'appellent globaux parce qu'ils couvrent toute la planète. Et les modèles du GIEC, c'est des modèles planétaires. Ils sont très bien, par contre, ils ont une résolution de 150 km. Donc ça veut dire qu'on ne distingue pas à Col de Marcieux de Grenoble, à 150 km, bien évidemment. Donc toute la méthodologie qui nous a pris 10 ans à être développée, c'est comment on fait un zoom, comment on prend un modèle global et on arrive à l'échelle de la piste de ski qui nous intéresse. Donc on a différentes techniques qu'on utilise et une fois qu'on a ces informations du coup climatologiques zoomées, on les donne à l'entrée d'un modèle de neige qui lui nous dit comment la neige évolue. Parce que moi je pourrais vous donner par exemple la température qu'il va faire à Prapoutel dans les 30 ans, la précipitation qu'il va y avoir à Prapoutel dans les 30 ans, vous n'allez pas me dire directement combien de neige il y aura, parce que la neige ne réagit pas de façon linéaire. Il y a la fonte, il y a le tassement, il y a la percolation d'eau liquide, il y a l'effet du vent. Donc il faut un modèle de neige qui, en connaissant température, précipitation et les autres forçages qu'on appelle météo, nous dit comment la neige évolue.
Très bien, donc on a ce modèle, et ce modèle est intéressant parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a la photo d'une dameuse et la photo d'un nageur, c'est-à-dire qu'on va simuler non seulement les effets naturels, mais aussi les effets humains. Est-ce que la piste damée va tenir plus longtemps que la piste naturelle? Et si c'est le cas, de combien de jours on gagne que grâce au compactage? Neige du culture, est-ce qu'il y a le froid pour produire la neige? Combien on peut en faire? Combien ça va tenir avec ces caractéristiques qui sont différentes par rapport à la neige naturelle en termes de granulométrie, de teneur de liquide, de masse volumique, etc. Donc ça, c'est un modèle du coup complexe. Vous avez la chance d'habiter à côté du laboratoire Météo France qui fait ça. C'est le modèle le plus avancé qui existe en Europe aujourd'hui de simulation de neige sur piste de ski. Qui évolue tout le temps, en fait, on a toujours des modifications. Ensuite, on projette ça sous les pentes. Si on est à Prapoutel ou au Pipet, ce n'est pas la même exposition. Donc il faut savoir comment on est orienté par rapport à ça et à quelle altitude on se trouve. Et on prend en compte les équipements également. Est-ce qu'il y a un neigeur là-bas? Est-ce qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Peut-être, mais il y en aura dans 10 ans, en projection. On fait le test de voir ce que ça donne. Voilà, donc projection, modélisation de la neige, topographie et prise en compte des projets actuels et futurs. Tout ça, on mouline, on joue avec et on obtient au bout de quelques mois les résultats climatiques. Ce n'est pas immédiat parce qu'on doit solliciter un calculateur pour faire ces modèles parce qu'il y a plusieurs scénarios, plusieurs configurations, donc on a des terradonnées de données, même si ça paraît simple. Alors, qu'est-ce qu'on obtient une fois qu'on a fait tout ça? Alors, on commence par voir ce que ça donne au Setlo. Je pense que vous avez tous skié au Setlo. Donc là, c'est Setlo, Prapoutel, Pipet, Plenay. En haut à gauche, c'est quelques informations, la carte d'identité de la station, les surfaces des pistes, la longueur des pistes, la neige du culture, etc. Donc, ce qui existe aujourd'hui, c'est en violet, les pistes. Ce qui existe déjà équipé en neige, c'est en bleu clair. Et ce qui est un projet extension neige, c'est en bleu foncé. Alors ça, ce n'est pas des projets actés, mais la Concom et l'exploitant nous a dit, nous peut-être, à terme, on voudrait mettre de la neige du culture, voir en tout cas ce que ça donne. Vous voyez des pistes, par exemple, retour station, vers le Pléné, qui ne sont pas équipées aujourd'hui, mais qui pourraient l'être. En tout cas, on va le tester. Aussi une petite piste là sur Pipet qui a un projet, voilà, qui est en vert. Donc ça, du coup, c'est la photo. Et là, on va voir ce que ça donne en termes d'enneigement. Donc je vous montre quelques images. Mais avant d'en arriver là, quelques indicateurs. Nous, on travaille beaucoup avec des indicateurs. Le premier qu'on utilise, c'est celui-là. C'est un indicateur, en gros, qui nous dit quel est le pourcentage des surfaces skiables qui peuvent être ouvertes aux clients, notamment sur les périodes de forte fréquentation. Le poids est mis surtout sur la période de Noël et de février, surtout. Donc là, vous voyez l'indicateur, il est tracé en fonction du temps. Vous avez le passé à gauche, le futur à droite. Tout ce qui est en gris, c'est le passé, ou en noir, et tout ce qui est en couleur, c'est le futur, avec différents scénarios. Le rouge, c'est le plus pessimiste, le scénario d'émission. Et vous avez entre 0% et 100% le pourcentage des pistes de ski, dans ce cas-là, on est au Setlo, qui sont ouvertes aux clients. Donc vous voyez que si on est à 100%, on est content. C'est-à-dire que l'intégralité des pistes de ski sont ouvrables aux clients, ont assez de neige pour être ouvertes. Et si on est à 0%, on n'est pas content. Par exemple, dans les années 60, pour ceux qui étaient là, il y a eu une année où on n'aurait ouvert que 10% des pistes de ski, en février. C'est station fermée en février. Il y a eu des années difficiles, les années 80, etc., etc. Comment ça va évoluer? Vous le voyez. On ne va pas vers le mieux, on va plutôt vers le pire, mais avec une progression qui n'est pas très rapide dans les prochaines décennies. Et c'est seulement à partir de 2060 ou par là, avec le mauvais scénario, qu'on décroît vraiment de façon très importante la surface qui reste skiable. Vous voyez par exemple la ligne en pointillé, ça c'est ce qui était skiable lors des mauvaises saisons du passé. On est autour de 90%. C'est-à-dire que même quand ça se passe mal en termes d'enneigement, au Setlo, on skie quand même sur 90% du domaine en février. Donc il y a des pistes fermées, etc., mais globalement c'est skiable. Alors par contre, je ne vous ai pas dit, le titre le dit quand même, que ça c'est que la neige damée. C'est-à-dire qu'on a désactivé la neige du culture. Ça c'est ce qu'on ferait au Setlo si on n'avait pas la neige du culture. Si on branche la neige du culture, voilà, vous trouvez différentes configurations, vous les voyez ici. À gauche, c'est ce qui pourrait se faire avec des systèmes, voilà, c'est du type perche, pour ceux qui connaissent un peu ce type de technologie d'un neigeur. À droite, c'est ce qu'on pourrait faire si on allait chercher plutôt du froid proche de zéro, avec des technologies de type monofluide qui sont plus performantes. Et vous voyez que par rapport à l'image d'avant, on a amélioré les choses. Il y a toujours une dégradation, mais elle est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que la neige de culture ne compense pas entièrement les effets climatiques. Il y a une dégradation quand même globale des conditions d'enneigement, mais partiellement, en effet, ça permet d'atténuer ces effets. Et donc, on voit une dégradation plus lente et on décale d'une certaine durée, en fonction de la technologie qu'on considère, les effets climatiques. Ce qui est intéressant, c'est par contre de se poser une question différente. La question que l'exploitant se pose, si vous discutez avec un exploitant de station de ski, il se dit, très bien, ça c'est les conditions moyennes qu'on vient de voir, en moyenne ce qu'on peut ouvrir. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les conditions mauvaises. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise saison tous les 5 ans.
Est-ce que dans 30 ans, j'aurai toujours une mauvaise saison tous les 5 ans ou j'en aurai plus? Les graphiques, là, vous les voyez, sont plutôt à la hausse. Donc ça veut dire qu'indépendamment du scénario, avec des intensités différentes, les modèles nous disent, attention, aujourd'hui, les mauvaises saisons vont arriver tous les X années. Dans le futur, ils vont arriver plus souvent. Par exemple, nous, on a considéré ici les saisons qui arrivent une année sur 5 dans le passé. Mauvaise. 1 sur 5, ça fait 20%. Donc on est là sur 20%. Donc dans le passé, c'était ça. Si le climat ne changeait pas, on aurait au Setlo des courbes toujours à 20%. Vous voyez que ça augmente. Et par exemple, si on prend le rouge, qui est le pire scénario, en 2050, on est à 60. Donc ça veut dire qu'on passe de 20% à 60% entre le passé récent et 2050. Donc si aujourd'hui la saison mauvaise arrivait une année sur 5, en 2050, elle va arriver 3 fois plus souvent. 3 années sur 5, d'accord? Ou 60% du temps. Donc ça, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les stations globalement du Grésivaudan et ailleurs, au sens plus large, c'est qu'en moyenne, les conditions ne se dégradent pas très vite. Ce qui change, c'est la fréquence à laquelle les mauvaises saisons vont arriver. Il y a toujours des bonnes saisons. Peut-être que 2030, l'année géo sera très très bien enneigée. Par contre, la probabilité d'avoir une bonne année devient de plus en plus faible avec le temps. 2100 sera peut-être très enneigé, mais la probabilité que 2100 soit enneigé est beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, et encore plus faible qu'il y a 20 ans. Bon, ça, je ne vais pas en parler parce que c'est un peu long, mais on a étudié les températures, bien évidemment. Donc là, c'est différentes courbes, 6 configurations, différentes périodes de l'hiver et différentes températures, en fait, intervalles de température. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a plus de froid, moins de froid? Pourquoi c'est intéressant comme question? Ça pilote deux choses. Ça pilote la vitesse à laquelle la neige s'affond et aussi la possibilité de produire de la neige de culture. Vous savez qu'il faut du froid pour produire la neige. Et donc, on a calculé ce qu'on appelle le potentiel de froid, donc le nombre d'heures de froid qui permettront de faire de la neige. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est début de saison, avant Noël, en fait. Même avant, c'est du 1er novembre à Noël, et là, c'est de Noël à fin janvier. Vous voyez que la baisse est plus rapide avant saison. Et par contre, la baisse en janvier est presque inexistante. C'est-à-dire qu'en janvier, la quantité de froid va baisser, mais de façon beaucoup plus marginale par rapport à la perte qu'on aura en début de saison. Donc, s'il y a une difficulté à faire dans l'agriculture, ce sera pour faire Noël. Mais après, on rattrapera quand même de façon beaucoup plus facile sur le reste de la saison. Et après, ça dépend des endroits. Là, c'est juste un exemple. Mais on a étudié ce type d'informations. Et ensuite, dernier graphique que je vous montre avant de passer aux choses plus concrètes, c'est la quantité d'eau. Voilà, vous avez deux graphiques. Regardez celui de gauche. On est toujours au Setlo dans ce cas-là. Toujours en fonction du temps. Là, inverse, c'est la quantité d'eau que chaque saison la station utilise pour fabriquer de la neige de culture. On est, vous voyez, sous les 200 000 m3 à peu près d'eau par saison. Et la projection nous montre des courbes qui sont plutôt à la hausse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si le modèle nous dit qu'il faut imaginer d'avoir plus d'eau en 2050 qu'aujourd'hui? C'est assez évident. Il y aura moins de neige naturelle dans un climat plus chaud, et donc on devra compenser de plus en plus par de la production. Par contre, il semble que jusqu'à 2050, les courbes permettent de rattraper. Après 2050, ça plafonne, parfois même ça baisse. Quand ça baisse, il y a deux possibilités pour que ces courbes-là baissent. Soit on va dans un monde plus froid où il y a plus de neige, et donc le modèle nous dit tu peux baisser ta production, diminuer les consommations d'eau, ou, comme ce n'est pas le cas, bien évidemment, sur la deuxième moitié du siècle, la production baisse parce qu'on n'a pas le froid pour assurer la production. Donc là, pour nous, c'est un indicateur très intéressant, parce que tant que les choses montent, c'est vrai, c'est un climat qui change, mais on arrive encore au moins partiellement à rattraper avec la neige de culture. Quand ça plafonne ou ça baisse, il y a des stations, dès aujourd'hui, on voit que les courbes sont à la baisse. Donc dès à présent, on sait qu'on n'arrive plus à faire face aux effets climatiques par de la production de neige. Voilà, et on arrive enfin, c'est bien parce qu'il me reste le temps qu'il me faudra, à parler de l'indicateur le plus clair, en fait le plus accessible, c'est les durées de ski. Donc les jours de ski qu'on peut faire. Alors, attention, ce n'est pas les jours de neige au sol. Là, on regarde le nombre de jours où il y a assez d'épaisseur de neige pour que le ski soit possible. Et ce n'est pas 5 cm dont on a besoin. On a besoin d'une trentaine de centimètres de neige compacte, neige damée. Donc si on a ça, on considère que le ski est possible et on va calculer, endroit par endroit, période par période, année par année, le nombre de jours de ski qui sont possibles. Là, c'est un cas où on s'est mis sur un point bas, pour l'instant toujours au Setlo, donc on est en bas de Prapoutel par exemple, c'est un point bas, à plat pour l'instant, c'est pas orienté nord, sud, etc., c'est à plat, donc front de neige de Prapoutel, autour de 1300 mètres, et les chiffres vous disent combien de jours de ski on peut faire. Alors, la colonne de gauche, c'est le passé. Nous, on utilise toujours en référence historique à Météo France 86-2015, c'est le passé plutôt récent encore. Après, on a 3 colonnes qui nous montrent 2035, 3 colonnes 2050, 3 colonnes 2090, à chaque fois avec un scénario du meilleur au pire. J'insiste sur le fait que 2035, ce n'est pas l'année 2035. C'est-à-dire que quand on fait une projection climatique, on ne vous dit pas qu'en 2035, au sommet
je ne sais pas, une certaine piste, peu importe laquelle, il va faire moins 2 degrés. On vous dit, en 2035, plus ou moins, il y aura une température de X degrés plus chaude que la moyenne des saisons précédentes. Donc c'est des tendances, c'est ce qui différencie le climat de la météo. On est sur de la statistique d'ensemble et pas sur du déterminisme comme dans la météorologie. Et donc l'année 2035, ce n'est pas l'année 2035, c'est la période climatique, vous voyez, c'est même indiqué 28-42, à peu près 15 ans, qui sont centrés sur 35. Donc si vous voulez prendre l'étude ClimSnow pour savoir si on fera du ski en 2031-2032, ce n'est pas possible. On va vous dire 2031-2032, par rapport à aujourd'hui, sera un petit peu plus fiable ou moins fiable, etc. Alors pourquoi il y a plusieurs lignes dans ce cas-là? Parce que la première ligne, c'est pour la neige naturelle. Combien de jours de ski on fait si on prend juste la neige qui tombe? Bien évidemment, elle va se tasser, elle va se métamorphoser, mais on ne la touche pas. Et ensuite, la deuxième ligne, c'est quand on passe avec les dameuses, on compacte, et combien on gagne en termes de durée grâce à ce travail-là. Et les deux lignes du bas, avec différentes technologies, c'est les jours de ski qu'on pourrait avoir avec production de neige. Dernière chose que je vous dis, dans chaque case, vous avez quand même 3 valeurs. La valeur en gras, c'est la moyenne, si vous voulez, c'est la médiane des modèles climatiques. Donc on a pris plusieurs modèles pour chaque scénario, et on a fait la moyenne. Et donc c'est le plus probable, si vous voulez, le gras. Par contre, il y aura des saisons qui seront meilleures, des saisons qui seront pires, et donc on aura plus ou moins. Par exemple, au front de neige de Prapoutel, si on n'a pas de neige de culture, en 2050, on prend toujours le scénario le plus défavorable, on fera 50 jours de ski, en moyenne. Lors des bonnes saisons, on fait quand même 3 mois de ski sans neige de culture, hein, mais il y a des mauvaises saisons où on en fait 11 de jours de ski. D'accord? Et en neige de culture, on rattrape. Alors là, le modèle en neige de culture, il faut le dire, il est quand même assez optimiste dans le sens où il n'y a pas de panne, on utilise tout le froid qui existe, on a la capacité de produire instantanément de partout, donc ça c'est ce qu'on pourrait obtenir au Settlo, au Collet, etc., si on était vraiment équipé au top. C'est vraiment une référence haute de ce qu'on pourrait faire. Mais on pourrait arriver au niveau climatique, en termes de température et de vent, à ces valeurs-là. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on voit des cartes? On revient du coup sur l'image que vous avez vue avant, on repart de cette géométrie-là, et on projette maintenant les durées d'enneigement. Donc ça, c'est les Settlo aujourd'hui. Alors la date, vous la voyez là-haut, 2025, c'est maintenant, plus ou moins 7 ans, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est la période climatique actuelle, de 15 ans à peu près, autour de l'année d'aujourd'hui. Les couleurs, vous les voyez dans l'échelle à gauche. Si on fait moins d'un mois de ski, c'est rouge. Là, on n'en voit pas trop de rouge. Hein. Voilà. Après, on passe à l'orange, 1 mois et demi. Après, au jaune. À 2 mois et demi, on commence à avoir du vert. Et le vert foncé, comme c'est le cas au sommet. Là, sur le sommet de Jipaet, là, c'est du vert foncé, c'est au-delà de 100 jours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a simulé ici? C'est l'état existant. C'est-à-dire que là, c'est la photo de la station avec les pistes d'aujourd'hui, la neige de culture aujourd'hui, les remontées mécaniques d'aujourd'hui. C'est la photo de la station actuelle. C'est ça que ça veut dire existant. Moyenne, ça veut dire que ce n'est pas le pire des saisons d'enneigement, c'est une saison type. La saison classique, si on devait parier, c'est aujourd'hui comme ça que ça se passe. Et ensuite, par contre, c'est le pire scénario. Donc ça, c'est le scénario du coup des fortes émissions. C'est le scénario qui était en rouge dans les graphiques, et c'est celui sur lequel on base quand même les analyses pour différentes raisons que je vais vous expliquer s'il y a des questions. Donc, est-ce qu'on fait du ski aujourd'hui au Settlo en moyenne? Ça skie plutôt bien, de partout. Par contre, vous voyez que déjà aujourd'hui, sur la partie basse de Prapoutel, si on n'avait pas de neige de culture, on ferait difficilement 3 mois. Le 3 mois, c'est le vert clair. D'accord? À neige de culture, pas de problème, on fait la saison. Okay? Ça, c'est à cause de l'altitude et de l'exposition aussi, vous voyez. Là, on change juste la date. Diapo suivante, on va aller à 2035. Voilà, ça a un petit peu changé. Alors, sous le haut, ça ne change pas. Le changement climatique n'est pas linéaire avec l'altitude. Si on est dans des endroits bien neigés, très froids, il va continuer à y avoir beaucoup de neige. Si vous êtes sur des endroits où vous êtes à la limite pluie neige, vous prenez 1 degré de plus, tout de suite, ce qui tombait sur forme de neige, c'est pas sur forme de pluie, donc ça change tout. Et donc vous voyez des effets climatiques importants, surtout sur le bas du domaine skiable, qui est plus fragile. Et ensuite, on va jusqu'à 2050. Donc ça, c'est la photo du ski à Prapoutel, Pléné et Pipé, en 2050, en moyenne. Donc voilà. Est-ce que ça skie de partout? Ouais. Le haut, ça skie bien. Le bas, ça skie par contre en neige de culture. C'est-à-dire que là, vous voyez du jaune, quelques semaines de ski, peut-être 2 mois de ski en neige naturelle, en jaune. Mais si vous voulez avoir le vert, les fameux 100 jours par exemple de ski, il faut avoir la neige de culture. Là, ici, il n'y a pas de neige de culture, il n'y a que du damage, vous voyez qu'on arrive à peine à 3 mois. Là, on a la neige de culture, on en a plus. Regardez par contre ici, sous le bas de Prapoutel, tout en bas, même en neige de culture, c'est pas vert. C'est-à-dire que dans ce cas-là, en 2050, mauvais scénario, on arrive à 3 mois, mais pas au-delà. Alors ça, c'est l'état d'aujourd'hui. Si on met en place les projets, ça donne ça. Bon, là, je fais un aller-retour entre les deux images. Vous voyez ce qui change un petit peu. Par exemple, cette piste-là, retour Pléné,
bah, si on l'équipait en neige de culture, elle donnerait ça, alors qu'ailleurs, il y aurait ça. Alors du coup, est-ce que le Clipso ne vous dit pas si c'est bien ou pas, hein? Ça, c'est très important. Il vous dit que ça donne ça au niveau climatique. Après, est-ce que c'est bien d'avoir une piste sur laquelle on skie 3 mois alors qu'autour, c'est l'été? Bah, ça, nous, pour Clipso, c'est viable, hein, parce que nous, on ne regarde que les pistes. Après, c'est vous qui faites des choix. C'est peut-être intéressant, c'est peut-être pas intéressant, mais voilà, c'est à vous de vous positionner. Globalement, c'est un domaine qui est risquable. Quand on pousse les choses comme ça, souvent en 2050, mauvais scénario, on voit quand même plus de rouge. Donc c'est une station qui n'est pas, absolument pas parmi les plus fragiles, hein. Par contre, là, on va changer un peu de configuration et on va se mettre dans les mauvaises saisons. Donc là, on revient à 2025. Et là, ce que vous voyez, c'est la mauvaise saison d'aujourd'hui, d'après le modèle. Donc quand vous voyez marqué Q20, c'est du coup pas moyen comme avant, c'est mauvais. Donc là, c'est la photo d'une mauvaise saison de cette période climatique actuelle. Est-ce qu'on skie au Settlo quand c'est mauvais en termes d'enneigement? Bah ouais, quand même ça skie. Par contre, vous voyez les fragilités des ponts bas, hein, surtout ceux qui ne sont pas équipés en neige. Et voilà, les secteurs qui sont mal exposés. Si vous suivez les courbes de niveau, vous trouverez que l'influence de l'orientation par rapport au nord est importante. Ce n'est pas que l'altitude qui joue, hein. Vous voyez aussi, il n'y a que 200 mètres de différence entre Prapoutel et Pipé, mais Pipé est beaucoup plus résilient que Prapoutel. Parce que ces 200 mètres jouent, hein, cette altitude-là. Être à 1550 à 1350, c'est une grosse différence. Donc là, on va changer les dates et on va passer à 35, et ensuite on va passer à 50. Donc ça, c'est la pire image que je vous montre aujourd'hui, en tout cas pour les Settlo. Après, ça pourrait être pire ailleurs, mais voilà, pour les Settlo, c'est la pire. C'est 2050, mauvais scénario d'émissions de gaz à effet de serre et mauvaise saison interne d'enneigement, d'après l'ensemble climatique. Est-ce qu'en 2050, dans le pire du pire, on skie au Settlo? Alors, on skie sur le haut, ça c'est OK. Sur le bas, on skie à neige de culture et on skie entre 2 et 3 mois. D'accord? Dans le pire du pire des cas, c'est 2-3 mois. Après, est-ce que c'est bien ou pas? Encore une fois, ce n'est pas à nous de le dire. Par contre, sans neige de culture, vous voyez, par exemple, les mauvaises saisons en termes d'enneigement, côté Prapoutel, juste pour citer un exemple, bah, c'est ce que vous voyez autour des pistes, hein. Il n'y a pas de damage, il n'y a pas de neige de culture. Bah, on aura du coup un paysage qui ne sera pas enneigé sur une bonne partie de l'hiver. Mais ça reste skiable, en fait. Beaucoup de stations, malheureusement, elles passent presque entièrement en orange ou rouge quand on les met dans ces configurations. Donc, c'est une station, dans le panel de 200 stations étudiées, qui est plutôt correcte, en fait, hein. Parce que là, on a poussé les choses à l'extrême. Donc, c'est normal que ça puisse ne pas être très joli. Avec les projets, qu'est-ce que ça va donner? Bah, vous voyez, les projets, on les voit surtout. Il y a des changements d'appareils qu'on voit un petit peu, mais ce qui change sur les pistes, c'est surtout ce que vous voyez ici, la production de neige sur certaines zones. Voilà. Donc ça, du coup, c'était les Settlo. Là, je vous propose, dans les quelques minutes qui me restent, d'aller voir les autres stations, Collet d'Alvar. Je vais aller un petit peu plus vite, parce qu'en tout cas, vous avez compris le concept. Donc là, juste pour vous montrer la configuration de la station. Aujourd'hui, la neige existe juste sur la partie basse, ce qui est en vert clair, et le projet éventuel en fait, d'extension, c'est sur la partie haute pour avoir toute la descente en fait, du sommet vers le bas équipée en neige, la partie qui est en bleu foncé. D'accord? Bon, qu'est-ce que ça donne le collet? Ça, c'est le collet aujourd'hui. Bon, super collet et Prairon, bien évidemment, plus résilient, on va dire, que collet Balatré. Donc, vous voyez aussi l'effet d'aldéculture, déjà assez marqué aujourd'hui. Hein, on serait dans moins de 2 mois et demi, alors qu'on dépasse les 3 mois grâce à la neige. Ensuite, on va à 2035 et après 2050. Et ici, c'est 2050 avec les projets. Vous voyez comment cette piste serait skiable si on l'équipait. Encore une fois, idéalement, ça veut dire au niveau climatique. Après, il faut assurer derrière avec l'eau qu'il faudra utiliser pour produire la neige et les moyens pour équiper avec des systèmes assez performants pour en arriver là. Et ensuite, si on revient sur les mauvaises saisons, donc ce qu'on appelle le cuivant, aujourd'hui, c'est la mauvaise saison aujourd'hui du collet, elle est comme ça, 2035, 2050 et 2050 avec les projets. Donc c'est sûr qu'en 2050, au collet, lors des mauvaises saisons, bah, on ne skie pas trop en fait. Hein. On skie pas trop. Par contre, si on équipe en neige, on aura au moins l'axe qui sera skiable sur des durées qui vont être supérieures à 100 jours là-haut et autour de 3 mois en bas. Ça, c'est ce qui se passe. Alors, Col de Marcieux, je vais très vite parce que je vous disais, on n'a pas fait la même chose, j'ai juste 2 diapos. Col de Marcieux se présente comme ça dans les études. Donc c'est tout petit, c'est tout simple. Donc la neige de culture, on a une zone qui est couverte, à peu près 20% du domaine skiable qui a un bleu clair, et une extension possible pour arriver à un tiers du domaine skiable qui a été simulée avec cette enveloppe-là. L'échelle que je vous montre n'est pas la même parce qu'on avait fait comme ça à l'époque. On n'a pas fait différemment. Là, on est du coup toujours sur le pire scénario 2035. Et vous avez différentes configurations, vous la voyez à gauche. Donc si vous voyez du jaune ou du blanc, je ne sais pas comment vous voyez cette couleur-là, c'est moins de 50 jours. Voilà, donc le jaune c'est moins de 50 jours.
Donc, où est-ce qu'on fera plus de 50 jours? Seulement sur la zone qui est équipée en neige, en 2035. Et si on va en 2050, c'est la même chose, encore un petit peu plus accentué. Donc ça veut dire que si on est équipé avec des enneigeurs performants, on pourra en être là. Si on est équipé avec des choses moins performantes, ce sera là. Et si on n'est pas équipé du tout, on est là. Ça veut dire qu'on fera quelques semaines de ski, bien évidemment. Mais on ne dépassera pas les 50 jours au col de Marcieux. Alors, conclusion rapide sur les 7 lots. Après, bien évidemment, on attend pour les questions. Il me reste, je ne sais pas combien de temps, parce que je n'arrive pas à voir, mais il me reste peut-être 1 minute. Alors, le message à garder en tête. Encore une fois, ça j'insiste, à condition de disposer d'un réseau de neige performant pour que le modèle soit réaliste. Regardez ici le résumé. On skiera en 2050, en prenant le pire scénario, au-delà de 100 jours, à plus de 1400 mètres d'altitude pour les saisons moyennes avec neige de culture, à plus de 1007 pour les saisons défavorables avec neige de culture, et sans neige de culture, il faudra monter à 1009-2000 pour les saisons moyennes, et même au-delà de 2002-2003 pour les saisons défavorables. Donc ça, c'est les limites de viabilité si on se dit qu'on veut garder le domaine ouvert pour les clients 100 jours. 2050, mauvais scénario. Si on va au collet, au niveau climatique, ce n'est pas très différent, donc en termes de tranche d'altitude, on va être plutôt similaire. Donc, est-ce qu'on fera 100 jours de ski en 2050 avec le mauvais scénario? Tout ce qui est en vert dans les images. On fera du ski de partout, sur les saisons moyennes avec neige de culture. À 1700 mètres, les saisons défavorables avec neige de culture. Et sans neige de culture, 1900 mètres, 2000 d'altitude, elles sont moyennes, mais elles sont défavorables. Comme il n'y a pas vraiment de secteur aussi haut, il n'y a aucun endroit, aucune piste où on pourra faire 100 jours de ski sans neige de culture en 2050. Très bien, donc ça c'était la conclusion. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas, mais j'espère qu'il y aura des questions, même méchantes, c'est très bien, c'est là que ça devient intéressant. Et merci beaucoup pour votre temps. Très bien, merci beaucoup. J'imagine qu'il y a quelques questions. Donc Coralie. Je voulais juste savoir si on sait s'il y aura assez d'eau pour produire la neige, parce que si j'ai bien compris, si on n'en produit pas, ce sera compliqué. Alors ça, c'est une question qu'on entend souvent. C'est la question depuis 1 an qu'on nous pose presque tout le temps. C'est une bonne question, par contre. La réponse, c'est on ne sait pas. C'est-à-dire que dans l'étude climatique, ClimSnow, comme le nom l'indique, c'est la neige. On vous dit, est-ce qu'il y a assez de neige? Après, est-ce qu'il y aura assez d'eau, par exemple, pour sécuriser les pistes en neige de culture? Ça, c'est une autre question entièrement. Et on y répond avec un outil complémentaire qui ne s'appelle pas ClimSnow, mais qui s'appelle ClimEau, et qu'on a développé l'année dernière en rajoutant un 4e partenaire là, dans la liste qui s'appelle EDF, EDF DTG en particulier. Et donc, on est déjà en contact avec vous, avec le Grésivaudan, pour essayer de faire suivre à cette étude météo, climat, neige, une étude eau, qui va nous dire si déjà l'eau pour la neige de culture, on l'aura, parce que c'est bien beau de dire il faut augmenter, mais après, est-ce qu'on l'aura vraiment? Donc la disponibilité future, et après le croisement avec les usages, parce que neige de culture c'est un sujet, mais avant d'avoir neige de culture, il faut avoir l'eau pour l'eau potable et pour d'autres usages, et donc on ne peut pas savoir si on aura assez pour la production de neige si on n'a pas géré les autres usages avant. Et donc ça c'est une très bonne question, mais du coup, dans l'étude telle qu'elle existe aujourd'hui, il n'y a pas encore de réponse, mais cette année, ou en tout cas prochainement, on devrait pouvoir y répondre. Oui. Comme ça, alors sans avoir lu l'étude, bien entendu, on a un peu l'impression que c'est lissé, parce que c'est le col du Marcieux qui me fait dire ça, c'est qu'au final, on dit on pourra skier moins de 50 jours, mais enfin 50 jours, c'est déjà beaucoup, parce qu'il y a des années, au col du Marcieux, c'est beaucoup moins que ça. Voilà, donc, parce que les variations sont extrêmement importantes, et je pense qu'un des risques qu'on peut avoir, c'est qu'au final, il y a de moins en moins d'années où on skie 50 jours, et là, voilà, j'ai l'impression de ne pas le comprendre. Alors que si on a besoin de faire des investissements, il ne faut pas qu'on les amortisse sur un nombre d'années important. Donc l'amortir sur 30 ans, mais avec un usage de 5 ans, c'est pas pareil que l'amortir sur 30 ans avec un usage de 20 ans, par exemple. Voilà, je sais pas si ça, c'est une excellente question. Et en fait, là, j'ai dû simplifier, parce qu'on n'a pas pu tout vous présenter. 2 choses. La première, c'est que faire du lissage en projection climatique est quand même nécessaire. Parce que cette variabilité intersaisonnière du climat, c'est ce qu'on ne veut pas avoir. C'est ce qui nous cache le signal de tendance.
Et donc, comment on fait pour lisser justement cette variabilité? On fait par exemple des moyennes glissantes. Les 15 ans que je vous dis, c'est parce que si on monte 31, 32, 35, voilà, ça fait comme ça. Et nous, on va voir le comportement à long terme, dans le passé comme dans le futur. Donc, un certain lissage nous sert pour dégager une tendance par rapport à cette variabilité qui ne nous intéresse pas dans ce contexte. Par contre, bien évidemment, en termes d'exploitation domesticable, ça joue. Et notamment la fréquence des mauvaises saisons et le comportement des mauvaises saisons. Donc c'est pour ça que ce focus, j'ai mis juste une diapo, mais il y a plus dans le rapport, est fait aussi sur la mauvaise saison. C'est-à-dire que globalement, on dit très bien la tendance en lissant, c'est comme ça. Par contre, attention, les mauvaises saisons vont être comme ça. Et c'est ça qui va jouer pour vous. Parce que si vous avez une saison de ce type-là, une année sur 5, une année sur 2, une année sur 3, l'exploitant qui voit ça dit tout de suite, hein, là, je suis dans le rouge. Là, par contre, cette saison-là, je tiens. Si j'en ai 2 tous les 10 ans, je tiens. Si j'en ai 2 tous les 5 ans, je ne tiens plus là. Je n'arrive pas à rattraper. Et donc, on a développé cet indicateur, donc le taux de retour de mauvaise saison, pour répondre à cette question. Et on a du coup des cartes et des graphiques qui sont calés, pas sur la moyenne, qui du coup lisse des choses, mais en se focalisant que sur le négatif, pour aller vraiment extraire ou se focaliser le plus possible sur les conditions mauvaises. Parce que c'est là où on est en difficulté. En moyenne, on peut avoir par exemple des saisons très bonnes, très mauvaises, qui se compensent. Et du coup, ça ne nous dit pas grand-chose. Quand on va cibler les mauvaises, on va voir combien elles sont mauvaises et à quelle fréquence elles vont arriver. Donc ça, c'est vraiment très important. Oui. Y a-t-il un additif dans la production de neige de culture? Ah, là, du coup, gros sujet. Et on sort de Clipsto. Alors, à ma connaissance, depuis 2006, le domaine skiable de France a pas interdit, mais a déconseillé les domaines skiables de servir d'additifs. Donc aujourd'hui, dans toutes les stations que je connais, l'eau, la neige de culture est utilisée sans additifs. On utilise de la nucléation, c'est des morceaux de glace, donc c'est propre, c'est de l'eau congelée, du froid, et on balance ça dans l'air froid et ça congèle. Il existe des additifs, Snowmax ou autres. Le 53% de la production américaine, c'est le plus grand marché du ski du monde, les États-Unis, je suis désolé pour vous, parce que les Français, c'est le deuxième. Moi, je ne suis pas français, en partie, mais en gros, la France est deuxième, et les Américains sont premiers. Dans le premier marché mondial du ski, 53% de la production est faite avec un additif. En France, ce n'est pas utilisé. Alors, on pourrait l'utiliser, parce que du coup, ce n'est pas interdit, mais on ne s'en sert pas pour différentes raisons. La première, c'est que ça coûte très cher. La deuxième, c'est que ça abîme les canalisations et ça demande un entretien beaucoup plus important. On met ça dans l'eau sous pression, donc ça tape dans les tuyaux. Donc, voilà. La troisième raison, c'est qu'il n'y a pas d'étude qui a démontré un impact négatif sur l'environnement à ce stade. Et donc les Français ont dit, par principe de précaution, tant que ce n'est pas montré que c'est propre, on n'y va pas. Les Suisses ont dit, tant que ce n'est pas prouvé qu'il n'y a pas d'impact négatif, nous on y va. Principe de Suisse. Et donc ils ont fait. Et à ma connaissance, il y en a 2 qui existent du CMAGREF qui ont étudié et qui n'ont pas trouvé d'impact. Par contre, la conclusion de l'étude, c'est à terme, peut-être dans 20 à 30 ans, avec un stockage de ces produits-là dans les nappes phréatiques, on va atteindre un niveau de seuil, une masse critique, à partir de laquelle on va déclencher des effets importants sur l'environnement. Pour l'instant, ça ne s'est pas vu. Donc gardez en tête que la France est le seul parmi les grands pays du monde en termes de ski qui n'utilise rien d'autre que de l'eau pour faire la neige de culture. Sauf s'ils le font de façon cachée, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Et sur le budget d'une station, ça se voit, l'achat de ces trucs-là. Donc, en tout cas, dans le Grésivaudan, ça ne se fait pas. Je peux vous dire de la part de Jean-François que ça ne se fait pas. D'autres questions pendant que Carlo est à la tribune? Non. Après, je reste disponible si jamais ça cogite ce soir sur les couleurs, sur les choses comme ça. Et vous passez par qui vous voulez vers nous. Et nous, on est toujours disponible pour répondre à des questions, pour aussi des choses qui ne vous parlent pas. Peut-être en cogitant, non, là, c'est pas possible. Moi, je connais cette piste-là, mais c'est pas possible. Là, je sais que des gens jolis, c'est pas skiable. On a déjà fait le travail, bien évidemment. Mais comme vous êtes ici, vous connaissez parfaitement les endroits. C'est super intéressant d'aller investiguer un peu les choses. Et je ne vous ai pas parlé, parce que je n'ai pas eu le temps, de tout ce qui ne marche pas dans le modèle. Parce que là, c'était la version un peu politique, tout est beau, tout est voilà. Mais il y a plein de choses qui ne marchent pas, qui sont en évolution, qu'on va améliorer dans 5 ans, 10 ans. Et du coup, c'est super intéressant aussi de vous montrer comment on imagine que les choses évoluent en termes de modèle par la suite. Parce que là, on a l'impression que c'est abouti, c'est fait. Mais nous, on voit en étant dedans tout ce qui ne marche pas. Mais on ne vous dit pas pour l'instant. Voilà. Très bien. Eh bien, merci Carlo, merci monsieur.
Et je veux en profiter à travers vous, bien entendu, à remercier Météo France, ainsi qu'à Best et l'INRAE, puisque c'est les trois acteurs, si je puis dire, qui nous ont permis d'avoir à la fois cette étude et cette présentation. Laquelle présentation, bien entendu, nous oblige à un certain nombre de réflexions qui ont déjà été engagées sous l'autorité de Régine et puis de ceux qui portent aujourd'hui des stations. J'y vois trois nécessités que je voudrais partager avec vous. La première, c'est bien sûr la nécessité de s'engager dès maintenant dans une perspective d'anticipation, de transition pour préparer 2050. Et c'est quelque chose que la présentation qui vient d'être faite nous permet d'accompagner, ainsi que les futurs modèles économiques des stations. Le deuxième élément, c'est aussi la nécessité de poursuivre l'évolution du mode de gestion des sites touristiques et de montagne communautaires, puisque nous sommes les premiers en responsabilité dès lors que nous avons accepté la communautarisation de ces 3 stations, de façon à ce qu'ensemble, nous soyons en capacité de gagner en lisibilité, mais également et surtout en adaptabilité face aux enjeux de demain, avec, bien entendu, et on l'a compris à travers cette présentation, leur part d'incertitude. Et la troisième nécessité, c'est celle de poursuivre ce que nous avons déjà engagé, c'est-à-dire poursuivre les investissements structurants à l'échelle de chaque site afin d'accompagner l'économie de la neige et son évolution à l'horizon 2050 et surtout de fiabiliser les modèles économiques associés qui nous permettront et qui nous permettraient de continuer à faire vivre la montagne avec une évolution climatique auquel aucun d'entre nous n'échappera, bien entendu, dans les années qui viennent. En tout cas, merci beaucoup pour votre présentation. Et chacun a bien noté que cette présentation est disponible et qu'il est nécessaire d'y revenir pour pouvoir continuer à y réfléchir, en attente, bien entendu, et la question de Coralie était pertinente, en attente de l'étude ClimSnow, puisque l'une ne peut pas aller sans l'autre, de façon à ce qu'on ait la certitude, bien entendu, de pouvoir accompagner les réflexions de ClimSnow avec les réflexions de ClimEau. Sinon, ça n'a pas de sens. Merci encore.